Le grand témoin. Le grand témoin. Louis Dauphren. Et oui, en ce vendredi 17 mai, on préfère une tête de liste aux journalistes. Pas de grand débat donc, mais un solo avec François-Xavier Bellamy, chef de file des Républicains aux élections européennes du dimanche 26 mai. Parallèlement, Nathalie Loiseau, tête de liste La République En Marche, s'exprime aussi cette semaine sur notre antenne dans le cadre de notre forum politique où toutes les sensibilités se sont vues attribuer un temps de parole conformément aux dispositions légales. La droite est un peu cyclotimique. Nicolas Sarkozy l'avait fait espérer puis a finalement énervé tout le monde ou presque. Après le Trocadéro, il s'en serait fallu de peu pour que Nicolas Sarkozy, on s'en souvient, fût réélu. Puis finalement, assommer la droite, c'est de nouveau emballé pour François Fillon, lequel a été recalé en 2017 dans les conditions qui ont écœuré son électorat. Voici donc un nouveau visage, François-Xavier Bellamy, 33 ans, jeune intelligent qui parle bien. On le connaît ici, ce n'est pas la première fois qu'il vient. Les militants LR ont retrouvé espoir, comme a pu le montrer le meeting au Palais des Congrès avant-hier. Alors certes, ce sont les européennes, ce n'est pas la présidentielle, mais personne n'est dupe. Les Républicains se cherchent un chef. La marque est-elle périmée alors qu'Emmanuel Macron impose un clivage terrible, populisme contre progressisme. Bonjour François-Xavier Bellamy. Bonjour. Merci d'être des nôtres ce matin sur Merci un de votre agenda invitation. Extrêmement bien rempli avec un Tour de France qui continue la semaine prochaine et des débats télévisés. Alors est-ce que le bon pasteur Bellamy a retrouvé les brebis égarées par le méchant mercenaire Macron qui les avait dispersées à son profit ? Je ne prétendrai pas assumer une telle comparaison, loin de là, ni même assumer d'ailleurs les comparaisons que vous avez choisi d'évoquer. Vous avez cité effectivement des moments d'élection présidentielle et nous sommes ici dans un débat tout autre, dans une élection européenne. Je ne suis que tête de liste pour cette élection européenne avec toute une équipe qui m'accompagne pour porter un projet. C'est un moment très important pour l'Europe parce que depuis le début de cette campagne, je vois à quel point la défiance est grande, non pas seulement envers la famille politique que je représente. Vous avez raison de dire qu'elle doit se reconstruire après les difficultés qu'elle a pu connaître, mais aussi la défiance est grande envers l'Europe et je dirais même envers la politique elle-même. Et oui, c'est vrai, nous avons besoin de reconstruire la confiance perdue. Tout le monde est pour une autre Europe, hein ? La question, c'est quelle Europe nous voulons ? Et tout le monde ne joue pas le jeu de ce débat européen. Vous avez évoqué ce clivage populiste, progressiste qu'on voudrait nous imposer. Au fond, moi, je suis assez triste, je le dis comme ça, de ce que cette campagne n'a pas été l'occasion, pour l'instant, en tous les cas, d'un vrai débat sur nos visions de l'Europe. Tout se passe comme si on voulait nous imposer une sorte de redite, en effet, de la présidentielle. Tout se passe comme si cette élection devait être une forme de match retour du deuxième tour de l'élection. Et moi, je crois qu'au contraire, on a besoin de faire un vrai choix et que faire un vrai choix, ça suppose de parler d'Europe, ça suppose de parler du fond. Ça suppose de parler de cette vision que nous devons retrouver pour l'avenir de l'Europe. Nous, depuis 3 mois, nous faisons campagne tous les jours sur le terrain avec un projet clair pour cette Europe que nous voulons sortir de la naïveté dans la mondialisation, que nous voulons capable de maîtriser de nouveau sa politique migratoire, une Europe qui sera capable aussi de retrouver le fait qu'elle est une civilisation. Toutes ces questions, nous les avons explorées à fond et voilà qu'à la fin, tout se passe comme si le débat devrait se résumer à l'opposition entre M. Macron et Mme Le Pen par tête de liste interposée. Je crois que c'est exactement ce jeu de posture politicienne qui désespère un peu les Français. François-Xavier Bellamy, François Fillon avait appelé à voter Emmanuel Macron au second tour, pour le second tour de la présidentielle. Est-ce que vous pensez que cette partie de son électorat va revenir vers vous ? Beaucoup ont pu penser que Emmanuel Macron serait le président qui allait faire les réformes dont la France avait besoin. Pour ma part, je ne l'ai jamais cru parce que je crois que cette campagne présidentielle a été marquée par la stratégie du « en même temps », c'est-à-dire d'une forme de confusion qui fait l'efficacité marketing d'une campagne électorale, mais qui prépare les déceptions à venir au moment de l'action. C'est le philosophe Kierkegaard avait une autre vision de la vie qui consistait à dire que le propre d'une existence, c'est que le vertige de la liberté l'oblige à se confronter à cette formule « ou bien, ou bien ». Eh bien, pardonnez-moi de revenir à mon tropisme de professeur de philosophie, mais il me semble que la politique aussi, c'est du ou bien, ou bien. Il faut choisir dans quelle direction on va. Et oui, je crois que cette campagne marquée par l'ambivalence, par le en même temps, par des promesses qui ne pouvaient que créer la confusion, ne pouvait pas nous conduire à faire les choix courageux dont la France a pourtant tellement besoin. Et de fait, de ces choix courageux, aucun n'a été fait aujourd'hui. Aucun. Ni sur la réforme de l'État, pour une meilleure efficacité de l'action publique, ni pour la baisse de la fiscalité, ni non plus pour tenter quand même pour la fiscalité.
Non, en réalité... L'impôt sur la fortune quand même. On l'a appris hier... le nombre de fonctionnaires a encore augmenté en France. Si la dépense publique ne baisse pas, alors... Mais l'impôt sur le revenu va baisser. Alors toutes les baisses de la fiscalité promises aujourd'hui ne sont que la promesse des impôts de demain. On est à la veille d'une élection et là encore, quelle tristesse de voir qu'au lieu de s'engager dans des décisions courageuses, on en revient à de vieilles ficelles politiciennes qui consistent à promettre aujourd'hui des baisses d'impôts qui se transformeront demain forcément, d'une manière ou d'une autre, en mauvaise nouvelle, si nous n'avons pas fait des choix courageux. Et encore une fois, il ne s'agit pas de faire une sorte de mantra de la baisse de la dépense publique, mais quand vous êtes le pays au monde où les prélèvements obligatoires sont les plus lourds, vous ne pouvez que voir ce que je vois partout sur le terrain depuis 3 mois maintenant, à quel point cette situation paralyse, inhibe, asphyxie ceux qui travaillent, ceux qui entreprennent, ceux qui cultivent, ceux qui agissent, ceux qui partout sur le terrain font vivre la France par une énergie qui est souvent malheureusement contrariée par la complexité qui ne cesse de leur être imposée et le poids des charges qui pèsent sur eux. Alors, François-Xavier Bellamy, d'abord, posez vos questions. Vous qui nous écoutez, vous m'écrivez un louis.dauphren, radionotre-dame.com. Il y a déjà des questions qui arrivent pour vous, François-Xavier Bellamy, sur l'actualité, puis bien sûr sur votre programme, ce que vous comptez faire. Vous avez dit le ou bien. Je vais citer Édouard Philippe, qui dit « Je suis parti de mon ancienne formation politique parce qu'elle était incapable de dire si elle préférait voter pour Emmanuel Macron ou pour Marine Le Pen, en rupture complète avec l'héritage de Jacques Chirac. » Il y a une sorte de doctrine qui tient finalement cette famille politique depuis les années 80, la doctrine Chirac, pourrait-on dire, qui est pas d'alliance évidemment avec le Front National, ça on est sur cette ligne-là. Il semblerait aujourd'hui sur un certain nombre de points, et Nathalie Loiseau l'a dit quand elle a souligné que votre programme était très 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 à droite, finalement est-ce que vous êtes celui qui allait faire sauter la doctrine Chirac qui permet, pourrait-on dire, à la gauche de se maintenir au pouvoir en divisant la droite ? D'abord, la première chose que je voudrais dire, c'est que là aussi, on est dans des équations qui sont de l'ordre de la politique politicienne. Mais c'est du calcul, la politique. Non, eh bien justement non. Pardonnez-moi, ce n'est pas à vous que je m'oppose en disant ça, mais c'est à ce qu'on est en train de faire de la politique depuis trop longtemps. La politique, ça n'est pas du calcul. La politique, ça consiste à tenter de retrouver une vision qui nous permette de servir le bien commun. Et c'est cette vision qui nous manque cruellement lorsqu'on a fait de la politique ce théâtre d'ombre où des jeux d'appareils devraient résumer la totalité du débat. Nous disons avec la plus grande clarté que aujourd'hui, l'alternative que nous espérons n'est pas représentée sur le terrain politique. Elle n'est pas représentée, en tous les cas, par ces deux forces qui s'affrontent et qui se nourrissent l'une l'autre, que sont, encore une fois, d'un côté le Rassemblement national et de l'autre côté la République en marche. Alors quel est le clivage ? Si je me sentais représenté par l'une de ces deux forces, je vous prie de croire que je ne m'engagerai pas dans cette campagne européenne et que je resterai professeur de philosophie. C'est un métier qui me passionne. Je ne m'engage pas par plaisir, mais parce que nous avons besoin de retrouver une espérance. Et aujourd'hui, il n'y a pas de véritable espérance entre, d'un côté, ceux qui veulent persévérer dans le déni de réalité et de l'autre côté, ceux qui choisissent uniquement de prospérer sur la colère et l'impuissance de la colère. La question, c'est comment faire d'un diagnostic lucide sur la crise que nous traversons l'occasion d'une action solide. Sur la question, par exemple, sur la question migratoire, qui est une question fondamentale, qui nous concerne tous et qui est une des grandes questions de notre avenir, parce que le défi qui nous attend, ce défi démographique du continent africain est largement devant nous. Alors vous avez d'un côté des gens qui vous expliquent que l'immigration est une fatalité, comme Madame Belloubet il y a quelques jours sur BFM TV, qu'on n'arrêtera pas les flux migratoires, que par conséquent l'idée de maîtriser ses frontières est une idée illusoire, que la seule politique qui compte en Europe, c'est, comme le disait M. Macron il y a quelques jours encore, de répartir des quotas de migrants sur le sol européen entre les différents pays, c'est-à-dire au fond de gérer notre impuissance, ce qui à mon avis est l'occasion de multiplier les drames que nous voyons aujourd'hui prospérer, aussi bien dans ces tragédies qui endeuillent la mer Méditerranée. Pourquoi des gens risquent-ils leur vie sur la mer Méditerranée ? Pourquoi des gens se noient-ils en Méditerranée ? Sinon parce qu'ils espèrent toucher le sol européen, en sachant très bien que s'ils y parviennent, ils ont toutes les chances de pouvoir s'y établir. Alors que je dis qu'il faut mettre fin à notre impuissance. Il faut faire en sorte que nous puissions maîtriser nos frontières pour pouvoir accueillir vraiment ceux qui ont besoin de notre solidarité. Donc vous sortez de l'espace Schengen ? Pour pouvoir accueillir vraiment ceux qui ont besoin de notre solidarité, mais pour ne pas subir des flux migratoires qui ne sont pas maîtrisés et qui provoquent ces catastrophes. Mais ceci nous oppose radicalement au Rassemblement national, qui considère que nous n'avons pas besoin de travailler en Europe sur cette question, qui considère que nous serons plus forts si nous sommes seuls. Le Rassemblement national, au cours des dernières années, par pure idéologie, a voté contre tout ce qui pouvait permettre de renforcer l'Europe face à ce défi migratoire, tout ce qui pouvait permettre à l'Europe de maîtriser ses frontières extérieures. Et vous voyez, au fond,
Cette alternative dont nous avons besoin, elle n'est représentée ni par ceux qui expliquent que nous devons poursuivre dans le déni de réalité et laisser se poursuivre ces flux migratoires incontrôlés, ni non plus par ceux qui, par idéologie, décident de déconstruire l'alliance européenne dont nous aurions besoin pour être à la hauteur des défis qui nous attendent. Qu'est-ce que vous allez défendre alors au Parlement européen sur cette question migratoire précisément, François-Xavier Bellamy ? Nous défendons une double frontière, c'est-à-dire le fait de pouvoir d'abord maîtriser ensemble les frontières extérieures de l'Europe. J'ai été il y a quelques jours en Grèce et j'ai rencontré les responsables opérationnels de Frontex qui surveillent la frontière grecque à quelques kilomètres des côtes de la Turquie. Il faut évidemment renforcer Frontex et il faut faire en sorte que les demandes d'asile soient faites à l'extérieur des frontières de l'Europe. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a une sorte de piège qui consiste à faire que vous ne pouvez demander l'asile que si vous êtes arrivé déjà en Europe, alors qu'en réalité, votre trajet, quand vous quittez un pays en crise, ne vous conduit pas directement à Paris. Vous passez par des pays sûrs dans lesquels vous devriez pouvoir faire votre demande d'asile. Et si vous êtes éligible à l'asile, alors vous entrerez de manière légale et donc sûre en Europe. Si vous n'y êtes pas éligible, vous devez savoir que vous ne pourrez pas y rentrer ou que vous ne pourrez pas y rester. Il faut donc défendre ensemble les frontières extérieures de l'Europe en reconduisant systématiquement tous ceux qui tentent d'y pénétrer illégalement à l'extérieur. Encore une fois, non pas pour se fermer à ceux qui ont besoin de notre aide. Donc ce que fait l'Union européenne aujourd'hui, qui fait des hotspots à l'extérieur de l'Europe. Non, justement, elle ne le fait pas. Aujourd'hui, nous nous contentons de faire entrer sur le sol européen dans des procédures très complexes, et disons-le, dans des procédures qui ont quelque chose d'inhumain, qui aboutissent évidemment à cette impasse à laquelle nous condamnons tant de gens issus de l'immigration. Dans ma ville, je suis élu local, je m'occupe d'emploi. Je m'occupe d'une mission locale et nous accueillons chaque année des jeunes qui sont issus d'une immigration récente. Ils espéraient trouver l'Eldorado en Europe, mais ils se retrouvent dans une impasse. Et ça n'a rien à voir avec la solidarité, ça a tout à voir avec une forme d'impuissance et une inconséquence périlleuse. Donc il faut effectivement garantir que ne rentreront en Europe que ceux qui effectivement sont éligibles à l'asile, ceux qui ont effectivement besoin de notre solidarité ou ceux que nous autorisons à entrer. Et ensuite, nous défendons le fait que chaque pays doit pouvoir maîtriser sa politique migratoire, que l'Europe ne doit pas imposer aux pays des quotas de migrants, que chaque pays est le mieux placé pour dire, selon ses capacités d'accueil et d'intégration, qui il peut effectivement accueillir sur son sol. Et voilà ce qui, encore une fois, ne se trouve ni dans le projet de La République En Marche, ni dans le projet du Rassemblement National. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas réduire ce débat à une opposition absurde entre deux camps qui ne représentent pas, je crois, une véritable alternative, mais deux camps qui finissent, on le voit bien d'ailleurs, tout ça est cousu de fil blanc, par s'alimenter l'un l'autre. La vérité, disons-la très simplement, c'est que M. Macron prétend combattre Mme Le Pen, mais il fait tout pour que seule Mme Le Pen existe face à lui, parce qu'il sait très bien que c'est sa principale chance d'être réélu dans quelques années. Je déplore profondément pour ma part que des tactiques politiciennes aient pris le pas sur la nécessité profonde d'un vrai débat politique. Alors, des questions pour vous, François-Xavier Bellamy. De Elidéo qui nous écrit: Monsieur Bellamy a des convictions qu'il nous expose avec brio, mais comment peut-il être assuré que ses colistiers les partagent? Il semble bien qu'il ne soit que le papier cadeau pour nous faire avaler une contribution au maintien du PPE au pouvoir à Bruxelles, qui est à l'origine, avec l'autre parti dominant, des dérives actuelles de l'Union européenne en faveur de la mondialisation et au détriment des intérêts des peuples composant les nations européennes. Autrement dit, vous êtes un emballage, mais en fait derrière il y a la politique que vous venez de dénoncer en réalité. Alors, il faut répondre à cette question, elle est très importante. D'abord, je voudrais dire à la personne qui nous pose cette question que je ne me suis engagé qu'à une condition qui était de pouvoir être certain du projet que nous allions défendre. Moi, je n'étais pas candidat pour cette campagne. Je n'ai pas sollicité la place que j'ai aujourd'hui. Je n'ai pas demandé à être tête de liste. Et lorsque cette proposition m'a été faite, la chose la plus importante pour moi, évidemment, avant de m'engager, c'était de savoir quel était le fond, quelle était la vision, quelles étaient les idées qui étaient celles de cette famille politique dans ce débat européen. Et je ne me suis engagé que parce que le projet de cette famille politique correspond vraiment en tout point à ce que je pensais utile et nécessaire comme un simple citoyen pour l'avenir de l'Europe et pour l'avenir de la France. La deuxième chose que je voudrais lui dire, c'est que oui, j'ai parfaitement conscience que la droite a déçu. Et nous le savons tous très bien ici. Et il n'est pas nécessaire de se cacher derrière son petit doigt. Oui, la droite n'a pas tout bien fait, et si la droite avait tout bien fait, d'ailleurs, je ne serais pas là aujourd'hui. Il me semble qu'aujourd'hui, le défi qui est devant nous, c'est de reconstruire cette famille politique. Et reconstruire cette famille politique, c'est nécessaire parce que je ne vois pas où est l'alternative. Encore une fois, je respecte parfaitement le pluralisme des opinions et des convictions. Et je crois que ce qui est important, c'est de s'engager dans ce débat avec le plus grand respect pour tous ceux qui s'engagent dans le jeu démocratique. Mais aujourd'hui, je le dis personnellement, comme un citoyen parmi d'autres, je ne me reconnais pas dans la proposition qui est faite par Emmanuel Macron. Je ne me reconnais pas non plus
dans celle qui est incarnée par Marine Le Pen, qui ne me paraît pas d'ailleurs correspondre à ce qu'est la droite au sens historique, culturel, politique du terme. D'ailleurs, on le voit très bien, quand des militants de la France insoumise rejoignent aujourd'hui Marine Le Pen, c'est quand même le signe qu'au fond, elle ne correspond pas à ce que cette famille politique qui est la droite devrait défendre dans un débat politique. Et par conséquent, je ne vois pas d'autre option que de s'engager avec courage dans le travail persévérant, long, mais nécessaire, qui consiste à reconstruire cette famille politique sur une vision claire et solide. Et je le fais parce que le projet que nous défendons depuis le début est clair et que tous les colistiers qui sont sur cette liste se sont engagés à partir de ce projet. D'ailleurs, nous avons eu un grand meeting à Paris il y a quelques jours et ce grand meeting a été l'occasion pour tous les colistiers de signer une charte d'engagement qui montre leur adhésion clair et solide à ce projet que nous défendons. François-Xavier Bellamy, vous n'êtes pas forcément sur la même ligne qu'une Valérie Pécresse ou que même, tenez par exemple, je prends l'exemple de celui qui a proposé, Jean-Pierre Raffarin, un Épinay de la droite et du centre, mais sans Laurent Wauquiez, qui vous a nommé au poste où vous êtes aujourd'hui. Jean-Pierre Raffarin, ça ne vous aura pas échappé, il soutient aujourd'hui La République En Marche, et d'une certaine manière, très bien. Mais il vient de cette famille politique-là. Il vient de cette famille politique, mais nous sommes dans un moment où effectivement, il est nécessaire de réécrire le débat politique, parce que ce débat politique, il était devenu totalement stérile et superficiel. Que certains, dans cette recomposition, choisissent de soutenir Emmanuel Macron, écoutez, moi je crois à la clarté, je crois au fait que chacun fasse ses choix, mais ça dit quelque chose précisément de cette recomposition en train de se faire. Mais aujourd'hui, nous sommes tous, vous n'entendrez pas une voix divergente sur le projet que nous avons pour l'Europe. Vous n'entendrez pas une voix divergente sur cette politique migratoire que je viens d'évoquer avec vous. Vous n'entendrez pas une voix divergente sur la question de reconstruire l'Europe sur le sens de ses racines. Vous n'entendrez pas une voix divergente sur le fait que l'Europe doit sortir de la naïveté en matière économique et commerciale. Et d'ailleurs, les folies qui ont fait de l'Europe ce qu'elle est aujourd'hui, elles ne sont pas uniquement liées à notre famille politique. Il faut quand même, contrairement à ce que disait votre éditeur, je vais revenir à des questions, parce qu'il y a des questions qui se posent. De le dire. Je suis désolé, j'essaie de faire avancer aussi un petit peu notre discussion, parce que la question revient quand même assez souvent. Je suis bluffé par l'élan et l'enthousiasme que suscite votre campagne. Bravo. Ma question est, est-ce que les autres partis du PP avec lesquels vous siégerez demain partagent votre approche? C'est Françoise qui nous écrit. Elisabeth, beaucoup ignorent le fonctionnement des élections européennes. Si nous votons LR, votons-nous pour François-Xavier Bellamy ou pour une autre personne? Ouria qui nous dit, est-il un candidat libre ou bridé et surveillé par Laurent Wauquiez? C'est cette question-là, alors, apparemment, depuis le début de l'émission, qui revient. C'est-à-dire, vous n'êtes pas libre, en fait. C'est ça la question. Mais je comprends toutes ces questions. Et encore une fois, vous savez, moi je vais vous dire une chose toute simple, hein. Je n'étais pas adhérent des Républicains quand cette famille politique est venue me proposer de porter cette mission. Je n'étais pas adhérent des Républicains. Je suis comme beaucoup de Français qui se tiennent à distance, qui se tenaient un peu à distance des partis politiques en ayant le sentiment qu'aucun d'entre eux ne pouvait représenter pleinement les aspirations que nous partageons. Et cela étant dit, lorsqu'on vous tend la main pour vous proposer d'agir, il m'a semblé qu'il n'était plus possible de me tenir à l'écart et de continuer à commenter la crise que nous traversons si je ne tentais pas, à mon humble mesure, de contribuer à reconstruire. Mais on ne vous a pas signé un chèque en blanc, on vous a mis Arnaud Danjean autour, et puis et d'autres, hein, pour le coup, je ne vais pas citer de nom particulièrement. Pour le coup, soyons très simples, avec Arnaud Danjean, avec Agnès Séveraine, nous n'avons pas la moindre divergence sur notre avenir en Europe, pas la moindre. Arnaud Danjean et Agnès Séveraine, je les connais bien maintenant, ça fait 3 mois qu'on fait campagne ensemble, on s'est engagés sur le même projet. Aucun de nous trois n'avait demandé la place où il est aujourd'hui, aucun de nous trois. Et nous nous engageons tous les trois avec la conviction qu'il est temps de reconstruire la confiance dans cette famille politique et dans la politique en général. Et je reviens sur la question qui me paraît la plus importante. Est-ce que je suis libre ? Eh bien, je veux vous dire, je n'ai pas perdu un degré de ma liberté de parole, de ma liberté d'action. Je l'ai montré dans cette campagne. J'ai été attaqué de façon très vigoureuse pour les convictions que j'avais, puisque nous sommes sur votre antenne, disons-le aussi très simplement. J'ai été attaqué de manière très vigoureuse parce que je n'ai jamais caché le fait que j'étais catholique. J'en ai jamais fait un étendard, mais ça m'a valu d'être pourtant attaqué très durement. Eh bien, je ne me suis pas excusé d'être ce que j'étais, je ne m'en excuserai pas, et je continue d'avancer avec la même liberté. Cette liberté qui m'est donnée par le fait qu'encore une fois, je n'ai pas sollicité la place où je suis aujourd'hui, que la politique n'est pas pour moi d'abord une question de carrière ni une partie de plaisir. J'aime beaucoup mon métier, j'espère y retourner. Je ne tiens pas spécialement à décrocher des postes ou des places, et par conséquent, ce qui compte le plus pour moi, c'est de conserver cette liberté intérieure qui fait, je crois, de toute façon, l'efficacité du débat public autant que de l'action politique. Et
je voudrais, peut-être parce que cette question est fondamentale, je voudrais dire encore une fois que je ne vois pas d'autre option que de tenter d'entrer dans ce combat pour reconstruire. On peut se plaindre indéfiniment de ce que la droite a déçu. On peut se plaindre indéfiniment de ce que la politique a déçu. Et on a raison d'ailleurs. Au moins, vous y allez, c'est ça que vous dites. Mais si on en reste à cette plainte, elle aura un caractère autoréalisateur. C'est-à-dire que si on reste à se plaindre à l'extérieur de ce débat, eh bien, on pourra se plaindre encore longtemps parce qu'elle continuera de décevoir. Et moi, je m'engage non pas avec une forme d'orgueil qui consisterait à penser qu'à moi tout seul, je vais refaire une famille politique susceptible de susciter la confiance. Je ne veux pas non plus, d'ailleurs, disons-le très simplement, je ne veux pas insulter le passé. Et il y a beaucoup d'élus, beaucoup de figures politiques, beaucoup de parlementaires, beaucoup de maires qui se sont battus parfois dans le silence et dans la discrétion dans cette famille politique pour faire en sorte que tiennent encore aujourd'hui les digues auxquelles nous tenons. Il faut savoir leur dire aussi notre reconnaissance parce que la critique est facile, mais la persévérance dans le combat, elle a été difficile au cours des dernières années. Beaucoup ont fait de leur mieux. Il est clair maintenant qu'il faut qu'on arrive à écrire une nouvelle page et moi je m'engage pour tenter autant que je le pourrai de construire cette nouvelle page et je sais que c'est ce qui est en train de se jouer dans cette clarté retrouvée que nous avons aujourd'hui. Anne Fleury qui vous pose la question suivante. François-Xavier Bellamy dit vouloir rester élu de terrain en tant que parlementaire européen. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment rendra-t-il compte de son mandat aux Français? Une fois élu, vous allez siéger avec le PPE. Quelle sera votre influence au sein du PPE? Comment est-ce que vous allez faire cet aller-retour entre l'opinion et votre action? D'abord, effectivement, il faut rester un élu de terrain, il faut rester au contact des Français. C'est d'ailleurs ce qui est le plus passionnant, au fond. La réalité, c'est que ce n'est pas les couloirs d'un Parlement qui sont le lieu le plus stimulant de l'action politique, mais c'est d'abord le contact avec les gens. Je resterai dans ma ville et puis je compte bien aussi continuer de sillonner la France. Je le faisais depuis des années parce que j'ai eu l'occasion de publier 2 livres qui m'ont valu d'être souvent invité à faire des conférences, à rencontrer les Français. Et je continuerai de le faire autant que je le pourrais. Et ça me paraît très important parce que c'est au fond au contact du terrain que les décisions doivent se prendre, sinon elles perdent le contact avec la réalité et alors la politique devient cette abstraction dangereuse qu'elle est parfois devenue. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir dans la question qui est posée cette nécessité de garder ce contact, de garder ce lien. Et puis la question de l'influence au sein du PPE, je voudrais y répondre en un mot. Effectivement, le PPE est une famille politique, peut-être nos auditeurs ne le savent pas tous, mais une famille politique importante au Parlement européen. Effectivement, il y a des divergences au sein du PPE et c'est la raison pour laquelle il faut envoyer à Bruxelles et à Strasbourg des parlementaires de combat qui pourront peser dans ce groupe fort au Parlement européen. Changer de l'intérieur, c'est ce que vous préconisez, d'une façon à avoir une influence dans l'institution. Et c'est un moment pour le faire parce que tout le monde a conscience de la crise que nous traversons. La crise, c'est l'heure des choix. La crise, c'est le moment qui nous oblige à faire des choix forts, mais c'est aussi le moment qui rend possible ces choix forts dont nous avons vraiment besoin. François-Xavier Bellamy, tête de liste LR aux élections européennes. On le retrouve juste après 8h, après les infos d'Alban Barthélémy. Continuez à poser des questions, il y en a beaucoup. Et ça revient juste aux alentours de 8h03. A tout de suite. Bonjour, c'est Étienne Tardon. Je vous invite en ce mois de mai à un concert spécialement dédié à la Vierge Marie. Le vendredi 17 mai à 20h30 à l'auditorium de l'espace Bernanos à Paris. Réservation sur mon site internet etiennetarnaud.com et au 06 01 46 74 95 06 01 46 74 95. Grands-parents, vous avez à cœur de transmettre à vos petits-enfants la foi, l'histoire chrétienne et la découverte des richesses culturelles. Ictus Voyage vous propose un temps fort en famille. À Jérusalem, à Athènes, à Rome, plusieurs départs pendant les vacances scolaires. Contactez Ictus Voyage au 01 41 12 04 80 ou www.ictusvoyage.com. Ictus Voyage, gardez le sens, voyagez autrement. C'est une chanson extraordinaire. Elle est venue juste comme ça. J'ai dû l'écrire en moins de 10 minutes. Sage Distribution présente le film d'inspiration chrétienne qui a bouleversé l'Amérique. Qu'est-ce que tu essaies de fuir? Mon père. D'après une histoire vraie, le pardon d'un fils à son père grâce à la musique et la foi. Mon père était un monstre. Et j'ai vu le Seigneur le transformer. Je veux réparer mes erreurs. La voix du pardon avec Dennis Quaid, le 22 mai au cinéma. Je croyais pas que Dieu pouvait faire ça. Radio Notre-Dame.
Continuez à poser vos questions à François-Xavier Bellamy, louis.dauphren@radionotre-dame.com, Twitter, Facebook, bien sûr. On fera suivre juste après les infos d'Alban Barthélémy, puisque François-Xavier Bellamy est notre invité ce matin, tête de liste LR aux élections européennes. Allez, un regard du côté du ciel, on a le temps? Non, on n'a pas le temps. On passe tout de suite aux infos directement. Sachez que c'est le mauvais temps qui revient aujourd'hui après une belle semaine ensoleillée. 8h, les infos, Alban Barthélémy. Nous sommes le vendredi 17 mai. Bonjour. À la une ce matin, les funérailles de Jean Vanier, célébrées hier dans l'Oise. Le fondateur de l'Arche avait demandé une célébration dans l'intimité qui laisse toute leur place aux personnes handicapées. Parmi les textes choisis par lui, le récit du lavement des pieds des apôtres par Jésus. Jean était habité d'un immense désir que les hommes vivent en paix, a commenté Monseigneur Dornelas dans son homélie. Seuls les proches et la famille de Jean Vanier ont ensuite assisté à son inhumation dans un cimetière voisin. Le messager est parti, mais le message demeure, souligne Pierre Jacquan, le responsable national de l'Arche. L'actualité continue malgré tout et ce qui fait parler ce matin, c'est le taux de chômage. Il est à son plus bas niveau depuis 10 ans, 8,7% de la population active. Au premier trimestre 2019, c'est ce que révèlent les chiffres de l'INSEE publiés hier. Le taux de chômage de longue durée, quant à lui, recule également de 0,1 point à 3,3% de la population. Une baisse saluée par le Premier ministre Édouard Philippe. À l'inverse, pour la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, il n'y a pas de quoi pavaner. Elle parle d'une baisse dérisoire. Édouard Philippe, justement, qui est revenu hier sur son expression de la droite du Trocadéro, en référence à la droite ayant soutenu François Fillon lors de la campagne présidentielle de 2017. Une référence ayant beaucoup fait réagir chez les Républicains. Le Premier ministre explique que ce n'est pas une insulte, sauf que... C'est la partie de la droite qui, à l'époque, expliquait qu'il fallait supprimer complètement les emplois aidés et qui pourtant, 6 mois après l'élection présidentielle, critiquait vertement le gouvernement lorsqu'il diminuait simplement de 200 000 les contrats aidés. Vous voyez, c'est une droite parfaitement respectable, mais c'est une droite qui se paye de mots. Édouard Philippe au micro de France Info. À l'international, aux États-Unis, le département d'État a ordonné à une partie de son personnel diplomatique de quitter l'ambassade de Bagdad et d'Erbil en Irak, et ce dans un contexte de tension croissante avec l'Iran voisin. Washington a fait monter la pression sur Téhéran ces derniers jours, accusant la République islamique de préparer des attaques contre les intérêts américains au Moyen-Orient et renforçant la présence militaire américaine dans le Golfe. En sport, au bout du suspense, la légende suisse du tennis, Roger Federer, s'est qualifié hier pour les quarts de finale du Master 1000 de Rome en disposant en 3-7 du Croate Borna Coric. Il y sera rejoint par Novak Djokovic et Rafael Nadal, de beaux affrontements en perspective donc. Enfin, les déçus de la dernière saison de Game of Thrones se manifestent alors que le dernier épisode sera diffusé dimanche soir sur HBO aux États-Unis. Une pétition comptabilisant plus de 250 000 signatures circulent. Elle demande la réécriture de cette 8e saison par, je cite, des scénaristes compétents. Le grand témoin, Louis Dauphren. Il reste un peu plus d'une semaine à François-Xavier Bellamy pour desserrer les taux, populisme contre progressisme. Alors c'est vrai que les choses se présentent un petit peu mieux qu'au départ, ça c'est incontestable. D'abord, la campagne de Nathalie Loiseau ne se déroule pas si bien que cela. Il n'y a pas d'effet répulsif comme ça a pu être le cas avec François Fillon, avec une campagne de presse extrêmement violente. Et puis 15 ou 20%, on se pose quand même la question, il y a 5% à aller chercher pour arriver dans le peloton, peut-être créer la surprise, comme aurait pu le faire finalement François Fillon à la présidentielle après tout. Aujourd'hui, il est à peu près à 15% derrière le Rassemblement national et la République en marche. Mais après tout, ce sont les élections qui parleront, François-Xavier Bellamy. Alors, j'aimerais, il y a des questions, pas mal de questions qui se posent encore, qui sont posées ce matin sur les réseaux sociaux, sur notre site internet et qui vous sont directement adressées, François-Xavier Bellamy. La première, l'esprit global, c'est grosso modo, est-ce que vous êtes libre dans votre formation politique et comment vous agirez pour défendre un certain nombre de valeurs? Tenez par exemple Antoine. Le clivage idéologique progressiste-conservateur proposé par la République en marche est aussi présent chez LR. Droit à l'avortement, mariage pour tous, PMA. Comment se positionne François-Xavier Bellamy sur ces sujets-là? Est-ce que vous êtes totalement libre de dire ce que vous voulez? Mais je l'ai, je crois, prouvé dans les années qui précèdent. Et je l'ai aussi prouvé, une fois de plus, je le redis, en faisant face aux critiques
d'une virulence souvent incroyable qui m'ont été adressées au début de cette campagne. Aujourd'hui, effectivement, nous avons relevé la tête et nous avons réussi à sortir de cette période pénible. Mais souvenez-vous, peut-être, si vous avez suivi cet épisode, lorsque mon investiture a été annoncée, je le dis comme un élément d'étonnement, je suis frappé de voir à quel point le fait d'être chrétien et catholique et de l'assumer sereinement, sans encore une fois en faire une étiquette politique ou un étendard, parce que ce que le christianisme a inventé de plus beau et a apporté de plus beau à notre civilisation, c'est la distinction du spirituel et du temporel. Mais enfin, malgré tout, le fait d'être catholique a suscité une forme d'opposition d'une virulence inouïe. On a expliqué que c'est une ministre du gouvernement, que je n'étais pas républicain, que j'étais hostile à la République, simplement parce que j'osais assumer sereinement ses convictions. Et donc, je crois avoir prouvé dans cette difficulté que j'étais capable de rester libre et de rester sereinement fondé sur ce en quoi je crois. Maintenant, encore une fois, je crois qu'il faut pouvoir sortir seulement de l'enfermement communautariste dans lequel on voudrait nous piéger. Et il s'agit de tenter de partager des convictions fortes en raison et du point de vue du sens du bien commun avec tous ceux qui seront capables de les défendre. Est-ce que vous allez aller, François-Xavier Bellamy, sur des sujets qui divisent et qui ne sont pas politiques en France? J'aurais tendance à dire, si je voulais ironiser un peu, qu'il y a un seul Allah que votre électorat écoute, c'est l'Alabama aujourd'hui, avec l'interdiction de l'avortement radical. Ça se pose aux États-Unis. Vous défendrez cela à l'échelle européenne? À l'échelle européenne, d'abord, il y a un principe très fort qui s'applique et qui est très important, qui s'appelle le principe de subsidiarité. Et le principe de subsidiarité, c'est le principe qui vient là aussi de la tradition chrétienne d'ailleurs, qui veut que la décision politique doit toujours être prise à l'échelle la plus ajustée. Moi, je ne veux pas d'une Europe qui nous imposerait un modèle de société. Je ne veux pas d'une Europe qui nous imposerait une manière de définir la famille. Je ne veux pas d'une Europe qui... Et la tentation est forte, on le voit bien, à la gauche, au Parlement européen, il y a toujours une succession de motions ou de propositions qui ont pour but de contraindre les États à adopter certaines politiques en matière familiale ou bien en matière sociétale. Moi, je ne veux pas de cette Europe-là. Je crois que l'Europe n'est pas là pour nous déposséder de notre souveraineté démocratique qui s'exerce dans la nation. En revanche, je crois que si l'Europe est fidèle à ce qu'elle est, si l'Europe est une civilisation et pas seulement une organisation internationale, alors elle doit porter le sens de ce qui la fonde. Et l'Europe, elle a des racines qui sont d'une grande actualité. Elle a pensé la dignité humaine grâce notamment à la tradition judéo-chrétienne. Et je crois qu'aujourd'hui, l'Europe doit s'engager dans le grand débat qui commence et qui va être l'un des plus grands débats politiques des prochaines années sur la question de notre relation à la condition humaine, sur la question de la marchandisation du corps humain. Et oui, moi je défends une Europe qui puisse s'engager sur la question de la gestation pour autrui, pour faire entendre, par exemple, à nos amis américains, qu'on n'a pas le droit d'acheter et de vendre la vie d'un enfant. Oui, je crois à une Europe qui sait que la vie humaine ne se définit pas d'abord par la performance et par les critères de compétitivité auxquels on voudrait la soumettre, mais que la vie humaine, c'est d'abord le sens de la fragilité, de la vulnérabilité qui ouvre notre relation aux autres. On vient d'évoquer à l'instant la figure magnifique de Jean Vanier. Et je voudrais dire aujourd'hui, et là c'est une petite parenthèse dans le débat politique, à quel point nous lui devons d'avoir incarné ce sens de la fécondité, de l'altérité, de la fécondité, de la fragilité quand elle est la brèche par où passe la relation qui nous relie aux autres. Alors oui, si nous sommes fidèles à cette civilisation, l'Europe doit aussi être la voix qui défendra dans le monde une opposition forte à la tentation eugéniste et au transhumanisme. Et c'est pas des sujets pour demain, c'est des sujets pour aujourd'hui. Ça, c'est des sujets pour aujourd'hui parce que, vous l'avez peut-être entendu, la Chine a annoncé il y a quelques jours, il y a quelques semaines, qu'elle avait donné naissance au premier bébé génétiquement modifié. La France toute seule, soyons lucides, ne fera que de façon marginale entendre cette voix dans le concert des nations, parce que la France aujourd'hui est un pays parmi tant d'autres et malheureusement dont la puissance semble reculer en même temps que son influence. Mais si l'Europe était unie sur cette base solide, et si l'Europe allait demain voir la Chine, voir les États-Unis, en défendant ce sens de l'humain, eh bien, de fait, nous serions à la hauteur de ce grand débat qui vient. Ça, c'est ce que dit Édouard Philippe. Il l'a dit hier à Angers. La France renforce sa souveraineté grâce à l'Europe au lieu de l'affaiblir, comme l'affirment les souverainistes.
Il est sur la même ligne que vous, là. Alors, de fait, le problème de La République En Marche, c'est qu'il ne cesse de changer de position au gré des indices sondagiers. Pour ma part, ce n'est pas le cas. Le président de la République a défendu dans son discours de la Sorbonne et dans son discours d'Athènes une vision de l'Europe qui est très claire. Il est légitime, bien sûr, pour la porter, mais ça n'est pas celle que je partage. Cette vision, elle consistait à dire que dans la mondialisation, il fallait renoncer à la souveraineté nationale pour transférer notre souveraineté à l'échelle européenne. Pour ma part, je ne le crois pas un seul instant. C'est ce qu'il a défendu, par exemple, à travers le concept d'armée européenne. L'idée que aujourd'hui, nous sommes trop petits pour pouvoir agir dans le monde, comme si la France était trop petite pour pouvoir garder cette souveraineté démocratique, qui est pourtant la seule possible. L'Europe est une civilisation. L'Europe est une magnifique alliance de peuples qui se rejoignent à travers la diversité de leur culture dans une action commune, mais l'Europe n'est pas un seul peuple et l'Europe ne peut pas donc être une seule démocratie. Il y a des attributions européennes que vous reprenez, que vous redonneriez à la nation si vous étiez en capacité de le faire. Moi, je crois que l'Europe qui croit qu'elle peut se mettre à la place des nations, c'est celle qui provoque la défiance qu'elle suscite aujourd'hui. Et ce qui me paraît fondamental, c'est que l'Europe redécouvre sa vocation fondamentale, qui est de servir nos pays, de renforcer effectivement la souveraineté de chacun de nos États, au lieu de se substituer à eux. Et reprenons la question de l'armée européenne. Je crois qu'il faut qu'on développe de vraies stratégies industrielles en matière de défense pour que nous puissions garder cette autonomie stratégique dont nous avons besoin. Je crois qu'il est nécessaire que nous puissions augmenter l'interopérabilité de nos équipements, de nos forces armées. Mais en aucun cas, je ne crois à une Europe qui déciderait à notre place de cet engagement fondamental de la guerre et de la paix. C'est une Europe qui ne fonctionne pas, d'ailleurs, c'est une Europe de chimère. Deux anciens chefs d'état-major des armées l'expliquent aujourd'hui dans une tribune publiée dans le Figaro en nous apportant leur soutien, ce dont je leur suis d'ailleurs très reconnaissant, parce qu'ils disent que cette Europe des chimères, c'est celle qui provoque la défiance qu'elle suscite trop souvent aujourd'hui. Il y a des questions aussi, François-Xavier Bellamy, sur la droite Trocadéro. Qu'est-ce que ça veut dire, cette droite qui se paye de mots? Et là, apparemment, on vous vise quand même un peu, parce qu'on voit que vous parlez bien. Donc, incontestablement, c'est vous qui êtes quand même désigné à travers cela. Qu'est-ce que ça veut dire, la droite Trocadéro? Est-ce que d'ailleurs, même, j'allais dire, du point de vue de la masse critique électorale, elle permet d'arriver aujourd'hui au pouvoir? Il y a quelques années, vous savez, c'était l'inverse du rapport de force, c'est-à-dire que la droite parlementaire faisait grosso modo 30% et le FN 10%. Aujourd'hui, le FN fait 20% et vous êtes à peu près à 15%. Et on a le sentiment même que la part marginale de cet électorat se réduit aussi pour des raisons démographiques, tout simplement. Est-ce que vous arrivez à parler à d'autres gens, par exemple ceux de la diversité? Est-ce que vous arrivez à parler à un électorat qui ne vous est pas naturel et ceux qui ne sont pas non plus agrégés? Est-ce qu'ils peuvent vous comprendre? Je suis rentré dans cette campagne il y a 3 mois. Je me donne sans compter pour pouvoir parler aux Français. Et tous les jours, on est sur le terrain, dans les cours de ferme, dans les entreprises. Mais je sais que sur les ronds-points travail... aussi. Et sur les ronds-points, on a eu l'occasion de toute façon, de façon régulière, de rencontrer des gilets jaunes qui viennent dans les réunions publiques avec lesquelles le dialogue a toujours été très franc et très direct. Je crois qu'il faut qu'on parle effectivement à cette France qui désespère de son avenir, mais il est clair que le travail pour reconstruire la confiance est un travail de longue haleine et qui va prendre du temps. Et je m'engage effectivement pour pouvoir contribuer autant que je le pourrai à refonder cette famille politique sur des bases solides et claires. Et c'est autour de ces bases que la confiance pourra se reconstruire. Quant à cette droite Trocadéro, écoutez, honnêtement, je laisse le Premier ministre à cette espèce de jeu politicien vraiment désespérant. Je ne sais pas ce que ça veut dire, la droite Trocadéro. Si le Premier ministre insulte la droite, ou en tous les cas... il a dit que ce n'était pas une insulte. Il a dit que ce n'était pas une insulte, mais enfin, malgré tout, il explique que c'est la droite rétrécie et rabougrie qui se paye de mots. Je ne sais pas comment il faut le prendre. En tous les cas, si le Premier ministre en veut à cette famille politique seulement parce qu'elle a le courage de rester fidèle au projet qu'elle a porté à l'occasion de l'élection présidentielle, s'il en veut à cette famille politique parce qu'elle a le courage d'être restée fidèle à ses convictions et à ses électeurs, non, c'est pas ce eh bien, qu'il dit. je lui laisse le privilège il dit grosso modo, en fait, c'est une droite qui critique l'exécutif actuel, alors qu'en réalité, quand elle regarde son portefeuille, elle le soutient. C'est ça plutôt qu'il Non, dit. je crois. Enfin, en tout cas, ce que j'entends, c'est une droite qui défend aujourd'hui le contraire de ce qu'elle proposait hier. Moi, je suis désolé, mais il me semble que c'est le Premier ministre. Les orientations libérales d'Emmanuel Macron conviennent à cette partie de la droite, quand même.
Mais où est d'abord le libéralisme? Apparemment pas. Non. Où est d'abord le libéralisme avec un président de la République qui dépense plus que son prédécesseur socialiste à la même étape de son mandat, avec un président de la République qui n'a pas fait une seule des réformes dont nous avons besoin? François Hollande, il avait fait au moins le CICE. Vous voyez, d'une certaine manière, on a l'impression qu'il y a une grande illusion qui est entretenue aujourd'hui autour d'Emmanuel Macron. Et Édouard Philippe devrait peut-être se préoccuper de sa propre cohérence. Lorsqu'on prétend avoir vécu toute sa vie à droite et avoir été engagé dans cette famille politique, qu'on défend aujourd'hui une liste soutenue par Daniel Cohn-Bendit et incarnée par un ancien ministre de François Hollande qui est Pascal Canfin, incarnée par Nathalie Loiseau qui explique, en effet, pour revenir à ce grand débat, et moi je respecte toutes les convictions, mais malgré tout il y a une incohérence fondamentale à prétendre qu'on est resté fidèle à soi-même lorsqu'on défend une tête de liste qui nous explique très tranquillement que la gestation pour autrui doit être considérée comme un progrès social et que porter le hijab, c'est exactement la même chose que porter le voile que nos grands-mères mettaient parfois pour se rendre à la messe. Il y a un problème dans ce relativisme culturel qui justement fait notre incapacité de parler, vous parliez de diversité, de parler à tous les jeunes Français qui grandissent dans notre pays, qui sont issus de l'immigration et qui ne savent pas se reconnaître dans une culture commune. Ce malaise qui a été très longtemps entretenu au nom de l'intégration par une France qui refusait de dire qui elle était, par une France qui refusait d'assumer qu'elle a une culture, par une Europe qui a refusé de nommer ses racines. Ce malaise-là, il me semble qu'il est au cœur de la crise que nous traversons et c'est de cela qu'il faut sortir. Et si Édouard Philippe en veut à la droite de continuer de le dire aujourd'hui, si Édouard Philippe en veut à la droite de le dire très clairement maintenant, eh bien écoutez, ça veut dire que nous avons des désaccords fondamentaux. Je ne l'insulterai pas pour autant, mais je me borne à constater que nous n'avons pas grand-chose de commun quant à notre vision de l'avenir. François-Xavier Bellamy, question pour vous d'Olivier. Bravo et merci pour la tonalité nouvelle que vous donnez au débat politique. Gardez-vous une totale liberté de parole sur la PMA? Vous n'évoquez que la GPA comme point d'opposition ou sur la fin de vie. Croyez-vous juste que Vincent Lambert, lourdement handicapé mais nullement en fin de vie, soit condamné à mourir par arrêt de son hydratation et son alimentation? Qu'avez-vous à dire à ce sujet? C'est ce que nous demande Olivier. Encore une fois, je reviens sur la question de la liberté. Ma liberté est totale, je vous rassure. C'est plus sur Vincent Lambert, en fait, qui fait la une de la Croix ce matin. Un mot sur Vincent Lambert. Le regard que nous portons sur Vincent Lambert, c'est le regard que nous portons sur notre propre humanité. Et vous avez raison de le dire, Vincent Lambert incarne l'absolue fragilité. Et moi, je trouve écœurant, scandaleux, vraiment scandaleux, qu'autour de cette situation infiniment éprouvante, nous voyons arriver tous ceux qui tentent de propager leur idéologie mortifère, ceux qui voudraient servir la cause de l'euthanasie, qui défendent le droit à mourir dans la dignité, mais dont on voit bien qu'en réalité, ils commencent par considérer comme indignes de vivre tous ceux qui traversent cette fragilité. Au fond, derrière Vincent Lambert, il y a le sort de toutes les personnes handicapées, le sort des personnes vieillissantes, le sort des personnes dépendantes, et c'est cela qui est en jeu. Je lisais dans la Croix justement un article magnifique d'ailleurs sur le sort de toutes ces personnes qui sont aujourd'hui dans un état post-relationnel, c'est-à-dire dans la situation où se trouve Vincent Lambert, et de leurs familles qui sont très inquiètes de la jurisprudence qui pourrait avoir lieu à travers le cas de Vincent Lambert, qui fait l'actualité, mais il faut le savoir, il n'est pas seul. Il y a 1500 personnes aujourd'hui en France qui vivent dans cette situation. 1500 personnes qui vivent dans un état de dépendance extrême. Alors oui, c'est vrai, Vincent Lambert vit dans un état de dépendance extrême. Mais la grande question, c'est est-ce que la dépendance rend la vie humaine indigne d'être vécue? Et c'est ça le grand point de bifurcation, le grand point bioéthique que nous aurons à décider dans les années qui viendront. Parce que nous allons être la première génération à décider de l'avenir de la condition humaine. Et il va falloir que nous puissions donner une réponse à cette question fondamentale. La vie humaine, est-ce que c'est effectivement l'indépendance, l'autonomie, l'émancipation de l'individu, comme le dit le progressisme, comme le disent Ismaël Emelien et David Amiel, les conseillers du président de la République qui ont publié un livre récemment. Est-ce que la vie humaine, c'est l'indépendance et l'autonomie absolue? Moi, je ne le crois pas. Je crois que la vie humaine, c'est la dépendance. Nous avons commencé dépendants. Nous avons tous été enfants. Nous sommes tous dépendants aujourd'hui de tous ceux qui nous entourent. Et nous finirons tous notre vie probablement dans cette expérience d'une dépendance redevenue consistante dans notre vie par le fait même de la vieillesse. Et je crois qu'il faut assumer cela. Et si l'on veut considérer que Vincent Lambert n'est pas digne de vivre parce qu'il est dépendant, alors on se prépare à construire un monde inhumain. L'Union européenne peut nous aider sur ce terrain ou vous aider dans cette démarche, enfin dans cette vision? Moi je crois que l'Union européenne doit parler d'une seule voix sur ces enjeux fondamentaux, sur la question encore une fois du sens, de la dignité humaine, parce que
L'Union européenne n'est pas une organisation internationale comme une autre. L'Union européenne, c'est pas d'abord des traités et des administrations. L'Europe, c'est d'abord une civilisation. C'est 25 siècles d'histoire. C'est la pensée grecque. C'est la loi romaine. Et c'est bien sûr la tradition judéo-chrétienne. Et c'est tout ça qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. J'étais hier à l'abbaye de Cîteaux. Nous avons eu un long échange avec le père abbé de l'abbaye de Cîteaux. Et surtout, nous avons été là-bas pour parler du patrimoine européen, de la nécessité d'entretenir, de préserver, de transmettre notre patrimoine. Je ne voudrais évidemment pas instrumentaliser cette belle communauté religieuse dans une campagne politique, mais cette rencontre a été l'occasion pour moi de retrouver, de montrer aussi à quel point Cîteaux, qui a été le cœur de l'Europe pendant 9 siècles, parce que c'est de là que sont partis ce réseau d'abbayes qui ont irrigué, qui ont défriché, qui ont copié les manuscrits dont nous gardons la trace aujourd'hui, eh bien Cîteaux montre à quel point l'Europe est fondée sur ses racines. Et si nous voulons être fidèles à ses racines, alors oui, nous devons défendre pour l'avenir le sens de cette dignité humaine qui a mûri en Europe. Nous sommes le continent qui a écrit la Déclaration des droits de l'homme et tout cela venait de cette longue maturation, de cette longue histoire. La vie humaine a une valeur infinie, quelle que soit sa situation, quelle que soit sa fragilité. Elle a une valeur infinie dans cette fragilité qui nous lie les uns aux autres. Et voilà ce que nous devons pouvoir défendre pour l'avenir. C'est la une du Figaro ce matin, François-Xavier Bellamy. Grandes écoles vers la discrimination positive actée par Emmanuel Macron. La suppression de l'ENA pourrait préfigurer une réforme de l'école normale supérieure et de Polytechnique. Elle devrait accueillir plus de boursiers. Vous êtes d'accord ? Aujourd'hui, ce débat est seulement l'indice de notre échec collectif. Nous avons le système scolaire le plus inégalitaire de tous les pays de l'OCDE en France. C'est-à-dire celui qui, effectivement, crée le plus fort déterminisme social. Et je crois que c'est une blessure très profonde au cœur de la promesse républicaine. Il faut reconstruire une éducation nationale qui transmette à tous les jeunes le meilleur de notre culture, de nos savoirs. Et parce que, au fond, cette culture est la condition de leur avenir. Ça a été mon premier engagement, je suis enseignant, mon premier engagement public a été d'écrire Les Déshérités, qui était une manière de dire à quel point ce qui menace le plus notre avenir, c'est le fait que nous n'arrivons pas aujourd'hui à apprendre, ne serait-ce qu'à lire et à écrire correctement à tous les jeunes qui pourtant sont nés en France et qui sont l'objet d'une éducation qui est un investissement massif de la nation, mais un investissement qui échoue à atteindre son but. Alors, le fait d'imposer une discrimination positive, ce serait une manière de casser le thermomètre au lieu de régler le problème. D'abord, c'est, je crois, une violence supplémentaire qu'on impose à ces jeunes en leur expliquant qu'on va créer pour eux des passerelles d'exception qui vont les faire rentrer dans ces grandes écoles, comme s'ils n'étaient pas capables d'y rentrer par eux-mêmes. Ils en sont capables. Encore faut-il que nous soyons capables, nous, d'en donner à chacun les moyens. Et je pense à tous les enseignants qui sont aujourd'hui devant cette réforme du lycée très compliquée, une énième, je crois, étape malheureusement de la fragilisation de notre système éducatif. J'avais beaucoup espéré, comme beaucoup d'autres, que Jean-Michel Blanquer ferait les choix nécessaires pour refonder cette éducation nationale. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons le sentiment que nous sommes encore en train de régresser une fois de plus. Je crois que ce qui compte, c'est pas de nous empêcher de voir le résultat en créant une discrimination positive qui n'est qu'une forme d'inégalité qui corrigerait une autre inégalité, mais en rétablissant cette transmission de notre culture à tous les jeunes Français, parce qu'elle est la condition de leur insertion professionnelle, mais elle est aussi évidemment la condition pour que nous puissions nous reconnaître citoyens d'un même pays, enfants d'une même civilisation, et capables de nous projeter dans un avenir qui soit commun. François-Xavier Bellamy, il nous reste 2 minutes. Il vous reste, vous, une semaine à peu près pour faire la différence et bien sûr remonter dans les sondages. Une dernière question d'Aymeric. Comment expliquez-vous que Michel Barnier, Christian Estrosi, des grands européistes libéraux avec lesquels je ne partage aucune valeur ni conviction, nous dit Aymeric, vont voter pour vous? Ces gens-là vont voter pour vous, nous dit-il. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que vous arrivez à sortir de ces contradictions? Et qu'est-ce qui va faire la différence dans les jours qui viennent? Moi, pour ma part, je suis très heureux de voir que lorsqu'on commence une campagne avec un projet clair, lorsqu'on défend des convictions assumées, eh bien, on peut aussi rassembler. Et ça ne me pose aucun problème, bien au contraire, que beaucoup de gens aujourd'hui, y compris de ceux qui ont été les plus réticents à mon investiture, décident de nous faire confiance
et de nous rejoindre pour pouvoir mener cette campagne européenne. Je crois que ce qui compte, et la seule chose qui compte, c'est de savoir si la vision qu'on défend est la bonne. Et la seule chose qui concerne et qui compte pour les électeurs, c'est de savoir si cette vision, ils s'y reconnaissent. Mais après que beaucoup la rejoignent, eh bien, écoutez, c'est une chance. Christian Estrosi, Jean-Luc Moudenc à Toulouse, Arnaud Robinet à Reims, qui s'étaient éloignés de notre famille politique, aujourd'hui ont choisi de nous apporter leur soutien. Et moi, je le reçois avec reconnaissance du moment que nous n'avons cédé à aucune facilité, que nous ne sommes pas rentrés dans des calculs boutiquiers, et ça n'a pas été le cas. Cette confiance se fait sur une base claire et saine, et elle ne peut qu'être l'occasion de travailler ensemble avec tous les hommes de bonne volonté à la reconstruction de notre famille politique pour pouvoir offrir une véritable alternative pour la France. Il y a un message qui va porter dans les jours qui viennent. Vous êtes à Bordeaux ce soir, encore un tour de France, des médias, des débats de télé la semaine prochaine. C'est quoi le message en une phrase? François-Xavier Bellamy, il nous reste 20 secondes. Le message, c'est qu'on a besoin de retrouver un espoir et qu'il n'y a pas d'autre choix que de tenter d'y croire encore et de se donner à fond pour que nous puissions effectivement reconstruire cette espérance dont la France a tellement besoin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et je remercie tous ceux qui ont participé, nombreux sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, notre site internet. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis naturellement à lundi pour le 7-9.